C'est parti, quand Alors, tu veux. on est ici pour la soutenance du projet 7 de la formation Data Scientist avec Open Classroom, qui consiste à réaliser des indexations automatiques d'images sur la base du dataset Stanford Dog. Donc, l'enjeu, c'est de réaliser un modèle qui va être capable de prédire la race d'un chien à partir d'une photo avec des difficultés particulières sur ce dataset, parce qu'on a quand même 120 races différentes, dont certaines quand même se ressemblent beaucoup, et une forte variation entre les classes en termes d'âge, de pose, de couleur, de présence d'humains sur les photos et de présence d'un décor de fond. Donc, on a des variations en fait au sein d'une même classe et on a aussi des variations entre les classes. Donc, dans ce projet, je vais avoir une démarche qui va être progressive où les performances vont s'améliorer progressivement au fur et à mesure que je vais ajouter des choses dans mes modèles. On a deux approches. Une première approche avec du machine learning classique, avec un algorithme d'extraction de features et un classifieur, et une deuxième approche sur la base du deep learning. Donc la première partie, l'approche machine learning classique, j'ai d'abord formulé l'objectif, ensuite j'ai implémenté un algorithme d'extraction en utilisant le mécanisme SIFT, Scale Invariant Feature Transform, avec un clustering, puis un classifieur, avec d'abord 2 classes, puis ensuite 20 classes. Donc l'objectif est une approche supervisée en multiclasse, avec une classe par image, et donc on mesurera les scores de précision et de rappel sur, sur les résultats obtenus. Donc, au niveau de l'implémentation de l'extraction SIFT avec clustering, j'ai utilisé l'implémentation de la librairie OpenCV. Donc, il s'agit d'abord d'extraire les key points de chaque image avec une conservation des key points les plus importants. Ensuite, la démarche consiste à calculer les descripteurs. Donc, on va avoir 128 descripteurs SIFT par image qui se décomposent en une combinatoire de 8 histogrammes d'orientation et d'amplitude fois 16 descripteurs, ce qui donne donc 128 features SIFT par image. Ensuite, la démarche consiste à modéliser ces features sous la forme d'une matrice nombre d'images fois key points, avec une largeur de 128 au démarrage. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un clustering. Donc, on attribue à chaque image un cluster entre 1 et k. Et on indique ces clusters sous forme d'une ligne avec une valeur 1 si l'image appartient au cluster, en tout cas si le key point appartient au cluster, et 0 sinon. Ensuite, on fait une agrégation de la matrice des descripteurs. On se retrouve avec une matrice de taille nombre d'images fois nombre de clusters. Ensuite, on fait une normalisation. Ça permet ensuite de faire une analyse en composantes principales où on voit qu'on a, en fait 25% de la variance sur la première composante et environ 15% sur la deuxième. Et on peut également voir le cercle des corrélations des différentes features. Donc, j'ai d'abord implémenté un modèle de classification. Alors, j'en ai implémenté plusieurs. Donc, à chaque fois, il y a des choix à faire sur les différentes étapes du modèle. Donc, au niveau du dataset, on peut choisir un nombre de classes, un nombre de chiens par classe. Au niveau des extractions SIFT, on peut choisir le nombre de key points par image, le nombre de clusters. Au niveau du classifieur, entre le decision tree et le random forest. Donc, ça, c'est les différents éléments entre lesquels j'ai joué dans ce que j'ai pu mettre en œuvre dans ma démarche. Donc, en première itération, on a 2 classes, 100 chiens par classe et 200 key points par image, 100 clusters. Et j'obtiens des scores de précision et de recall qui sont proches d'un classifieur aléatoire. Donc, le résultat n'est pas satisfaisant sur cette première itération. En deuxième itération, ce qui a changé par rapport à l'itération précédente, c'est qu'on est passé à 1000 clusters. Et là, avec 1000 clusters, on se retrouve avec une précision et un recall de 0,75. Donc, les résultats sont cette fois meilleurs. Et en troisième itération, je suis passé à une vingtaine de classes. Avec une vingtaine de classes, on arrive à une précision recall de 0,125 sur le test 7, ce qui est meilleur que le random qui est à 0,045. Donc, on obtient des résultats qui sont déjà intéressants.
Ensuite, j'ai analysé quelques erreurs du modèle avec une matrice de confusion où on voit qu'il y a quand même un certain nombre de points qui ne matchent pas entre les descriptions et entre les prédictions et la réalité. Et ensuite, on a un tableau avec le top des misclassed pairs, c'est-à-dire le top des paires de classes qui n'ont pas été bien classées, avec en tête le Chihuahua et le Great Pyrénées, qu'on voit ici. Alors, ça, c'est la misclassed pairs la plus importante, et on voit que ce sont deux races qui sont totalement différentes. J'ai deux hypothèses qui pourraient expliquer ça. La première, c'est l'effet d'échelle, où en fait, finalement, le Chihuahua, il apparaît ici de façon très cadrée, très zoomée, et la machine ne se rend pas forcément compte que le Chihuahua est plus petit, puisque finalement, purement au niveau des formes qu'on voit, on voit que le Chihuahua est sur cette image aussi gros, voire plus que le Great Pyrénées. Et la deuxième hypothèse que je pourrais formuler, c'est que sur ces classes, j'ai remarqué qu'il y a particulièrement un nombre d'humains important en fond pour ces deux races-là. Donc ça, c'est la race vraiment la moins bien, enfin c'est le point faible de ce modèle. Mais ensuite, on a d'autres misclassed pairs qui ne sont pas aussi évidentes. Donc là, on voit qu'il y a quand même des similitudes entre ces deux races de chiens qui sont confondues par le modèle. Et entre ces deux races également, elles sont confondues par le modèle alors qu'effectivement, elles sont assez proches. Ensuite, donc, dans la deuxième approche du projet, j'étais dans une approche deep learning. Donc la démarche que j'ai suivie était une démarche avec un réseau de convolution et du transfer learning. Donc cette technique de transfer learning consiste à partir d'un réseau de neurones déjà pré-entraîné et d'effectuer des ajustements pour l'adapter à la problématique. Donc on a ici un exemple, on est parti du réseau convolutif VGG16, on coupe les dernières couches du réseau VGG16 à droite, et on va les remplacer par mes couches de classification personnalisées qui sont adaptées à ma problématique en particulier. Donc, en première étape, j'ai retenu 20 classes seulement avec un transfer learning de VGG16. Et donc, j'ai réentraîné le réseau sur toutes les couches, sauf les 5 premières. Et j'ai rajouté ma couche de classification personnalisée à droite avec une couche de type flatten de taille 25 000 et une couche dense de taille 20 qui correspond au nombre de classes en sortie du modèle avec un output softmax. Le flatten consiste tout simplement à mettre en une seule dimension les deux dimensions de la dernière couche. Donc, on n'a aucune perte d'information dans ce flatten qui est réalisé et donc on récupère l'ensemble des valeurs de pixels de la dernière couche de convolution. Donc, on voit en fait sur cette étape 1 aussi que j'ai réalisé un pré-processing. Donc, j'ai fait un resizing des images en 224 par 224 pour être compatible avec le réseau VGG16. Et j'ai fait une normalisation qui consiste à adapter les valeurs moyennes des pixels pour qu'elles correspondent à celles du VG16 initialement préentraîné sur les données ImageNet. En termes d'hyperparamètres et de métriques, j'ai utilisé un optimiseur Stochastic Gradient Descent. J'ai utilisé une learning rate de 10 puissance moins 4 et un momentum de 0,9 avec une fonction de coût categorical cross entropy et une métrique qui est l'accuracy. Donc les résultats suite à cette première itération sont de 0,29 sur le test 7. On voit ici avec les courbes les différentes courbes associées. En termes de résultats, on a une matrice de confusion que j'ai représentée ici sans la diagonale. C'était pour mettre l'accent sur la visualisation des erreurs. Et on voit qu'il y a encore un certain nombre d'erreurs qui sont réalisées par le modèle sur différentes races. Et au niveau des top misclassed pairs, cette fois, on n'a plus l'erreur du modèle précédent entre le Chihuahua et le Great Pyrénées qui apparaît. Et on en a d'autres.
On en voit ici quelques exemples. On a ici, sur les 2 premières colonnes, on voit des exemples d'une classe. Et sur les colonnes, les 3e et 4e colonnes, on voit en fait des exemples d'une autre classe qui est souvent confondue avec la première classe de gauche par le modèle. Et on voit ici qu'on a dans les top misclassed pairs qui sont représentés ici, on a des races qui se ressemblent en fait assez. Ensuite, en deuxième étape, je suis passé à 120 classes, donc l'ensemble des classes du dataset, avec toujours un transfer learning sur la base du VGG16. Et j'ai entraîné cette fois uniquement les 5 dernières couches, donc incluant les 2 couches custom que j'ai pu réaliser. Ces 2 couches custom ont la même architecture que dans l'itération précédente, sauf que cette fois en sortie, on est sur 120 classes, puisque j'ai retenu les 120 classes pour cette itération-là. Et en termes de pré-processing, par rapport à l'itération précédente, j'ai aussi rajouté plusieurs choses. Un centrage des images sur les coordonnées de chaque chien, puisque dans le dataset, on dispose de cette information des coordonnées de chaque chien, qui permet donc de vraiment centrer les images sur les zones intéressantes pour aider le modèle. Et ensuite, j'ai utilisé 4 procédés de data augmentation, c'est-à-dire que le principe est de prendre les images qui existent dans le dataset et de rajouter en plus d'autres images à celles-ci, qui sont des images transformées par rapport aux images d'origine, de façon à pallier le fait que le modèle de convolution ne vit pas dans le monde réel, donc il n'a pas connaissance de choses qui à nous paraissent évidentes, mais qui pour un modèle ne sont pas évidentes du tout. Donc différentes orientations des images, différents niveaux de zoom, différentes symétries et différents niveaux de luminosité. Donc il faut aider le modèle et lui fournir ces informations-là. Donc avec ce pré-processing-là, et avec les hyperparamètres qui sont les mêmes qu'à l'itération précédente pour cette fois, j'obtiens une performance de 0,38, une précision de 0,38 sur le test 7. On est cette fois un peu meilleur que l'itération précédente. Et au niveau de la matrice de confusion, cette fois, j'ai conservé la diagonale dans la matrice de confusion pour que ce soit bien parlant au niveau de ce qui est bien prédit et qu'on puisse mieux faire la différence entre ce qui est bien prédit, qui est sur la diagonale, et puis les erreurs de prédiction qui sont en dehors de la diagonale. Et on voit qu'il y en a encore un certain nombre, mais on voit quand même globalement qu'on commence à être pas mal. Et j'ai également affiché les top misclassed pairs sur cette itération-là, avec ici des exemples où on voit également des races de chiens assez proches qui sont confondues, avec notamment cette fois, remarque l'exemple entre le border collie et le collie, qui sont vraiment très proches et qui sont confondus ici. Ensuite, en troisième étape, cette fois, je n'ai pas réentraîné du tout le VGG16. Et par contre, j'ai utilisé des couches de classification plus complexes que précédemment. Donc, on commence par un global average pooling à 512 neurones. Donc là, il s'agit de conserver la valeur moyenne de chaque filtre de convolution. Ça permet de redresser en quelque sorte la première couche en une seule dimension, puisque de toute façon, pour la partie réseau de classification, on a besoin d'une première couche en une seule dimension, puisqu'on est sur un réseau de classification de type dense assez classique. Mais je réduis en une seule dimension, mais avec cette fois une perte d'informations, puisqu'on est sur un average pooling, on prend la moyenne. Donc on diminue le nombre d'informations, on diminue du coup la complexité de la première couche par rapport aux itérations précédentes que j'avais. Mais par contre, j'ai rajouté des couches supplémentaires à ce modèle de classification. Et j'ai notamment rajouté un drop-out à 0,5 qui consiste à inhiber aléatoirement la moitié des neurones de façon à forcer le réseau, forcer les neurones restants à s'adapter et à diminuer, à augmenter l'autonomie globale de l'ensemble
des neurones, du réseau. Comme les fois précédentes, on a une couche dense de 120 en sortie du modèle qui correspondent aux 120 classes. Au niveau de l'étape de pré-processing, j'ai conservé les mêmes pré-processing que l'itération précédente. Et en termes d'hyperparamètres, j'ai utilisé l'optimiseur Adam, qui est en fait une optimisation qui tient compte de l'adaptation, enfin, qui permet une adaptation automatique de la learning rate en tenant compte de la moyenne des gradients des itérations précédentes. Et j'ai implémenté également un early stopping et un reduce learning rate on plateau. Donc, ce sont des techniques complémentaires qui servent également pour pouvoir améliorer l'apprentissage, améliorer l'optimisation des hyperparamètres. L'early stopping consiste à arrêter l'entraînement avant le nombre total prévu d'itérations d'entraînement, à partir du moment où la précision ne progresse plus. On s'arrête. Et le Reduce Learning Rate on Plateau permet, quand on atteint un plateau sur la courbe d'apprentissage, la courbe d'apprentissage, la learning rate, le taux d'apprentissage diminue automatiquement à partir du moment où l'augmentation de cette learning rate diminue. Au niveau des performances sur ce modèle, on est à 0,64 de précision sur le test 7. Donc, on a également augmenté les performances par rapport au modèle précédent. La matrice de confusion montre également que on a ici les prédictions qui se situent sur la diagonale sont encore plus importantes que précédemment. C'est-à-dire qu'on voit qu'en dehors de la diagonale, on a de moins en moins de classes qui sont confondues. Et donc ici, on va passer ensuite au top misclassed pairs avec en tête l'Eskimo Dog et le Siberian Husky. On va voir également slide suivante. Donc on voit que ce sont deux races qui sont proches également. On voit le toy poodle et le miniature poodle. Alors, ça, c'est quelque chose qui est revenu dans l'ensemble des modèles que j'ai pu voir, c'est-à-dire que les races de type caniche sont assez proches finalement et donc souvent confondues entre elles. On a ici une variation en fait intra-classe finalement qui est parfois plus importante que la variation interclasse, puisqu'on a parfois deux images finalement de deux races de caniches différentes qui peuvent, pour peu qu'elles soient cadrées de la même façon, sous le même angle, il peut y avoir deux images de deux classes différentes qui finalement se ressemblent plus que deux images d'une même classe, mais qui seraient cadrées différemment, qui seraient vues différemment. Donc, c'est ce qui peut expliquer qu'on confonde souvent ces deux races de caniches. Voilà. Ensuite, en étape 4, l'étape 4 a consisté à utiliser exactement le même modèle que précédemment, mais en remplaçant juste le VGG16 par le réseau EfficientNet B0, qui est un réseau de convolution très profond, qui contient 237 couches de neurones. Et donc, j'ai réentraîné uniquement les nouvelles couches avec la même architecture que j'ai décrite précédemment. Et en faisant ça, avec les mêmes hyperparamètres que précédemment, on obtient une accuracy sur le test 7 de 0,84. Donc, un score qui commence à être bien satisfaisant. Avec une matrice de confusion où on voit qu'il y a encore moins de points en dehors de la diagonale que précédemment. Et au niveau des top misclassed pairs, on retrouve, comme précédemment,
les poodles, le toy poodle, miniature poodle, les ski bulldog, le siberian husky, les races de type terrier aussi, qui sont souvent confondues, et le shih tzu et le lhasa qui sont confondus. On note aussi la différence entre le cardigan et le pembroke, qui sont deux races de chiens assez proches également. Et on voit ici des exemples de prédiction avec un border collie qui a été ici prédit à 91% de probabilité et le collie à 6% de probabilité. Donc ici, le modèle ne s'est pas trompé entre les deux. Le modèle a réussi à prédire le border collie avec succès. On voit un Labrador Retriever qui a été ici correctement prédit à 99%. On voit un Cuvas qui a été prédit incorrectement comme étant un Grid Pyrénées à 76%. Et un Silky Terrier qui a été correctement prédit. Et un Rottweiler correctement prédit également. Ainsi qu'un Samoyed correctement prédit. Alors, on voit ici un exemple de prédiction où en fait on a un chien de type pékinois qui est reconnu correctement à droite sur le modèle le prédit bien, alors qu'à gauche le modèle n'arrive pas à trouver la race pékinois. Il prédit à la place un Japanese Spaniel qui est une race proche, hein, mais qui n'est pas exactement le pékinois. La seule différence entre ces deux images, c'est le cadrage. On a cadré davantage l'image sur le chien à droite. Donc on voit que ce cadrage amène une amélioration des prédictions du modèle. Donc au niveau de l'interface utilisateur, pour ce modèle final, j'ai fait une interface que j'ai développée avec l'API Streamlit, que j'ai développée sur le cloud AWS, avec une configuration que j'ai réalisée au niveau du serveur web pour avoir une connexion sécurisée en HTTPS et un nom de domaine, analyson.com, qui est mon propre nom de domaine. On voit ici l'interface que je peux montrer aussi en live, où on peut sélectionner une image, on peut l'intégrer et on voit en fait la race qui est prédite. Et on a également une fonctionnalité de cette interface qui consiste à afficher les features map de la première couche de convolution, ce qui permet de voir en couleur claire quelles sont les zones d'attention de premier niveau principal pour le modèle. Donc ça, c'est pour l'interface de ce projet. On voit ici un exemple au niveau de la présentation avec un autre exemple, la race Pembroke, et les différentes features de convolution affichées à droite. Et ensuite, en termes de perspective pour la suite, pour améliorer ce modèle, une perspective que j'ai identifiée, ce serait de gérer le problème de l'environnement, c'est-à-dire le fond des images. On a pas mal d'images qui ont en fond des choses qui n'ont rien à voir avec les races de chiens à prédire, des personnes, du gazon, des choses comme ça. Donc, on pourrait s'orienter sur les saliency maps, qui sont des techniques qui consistent à identifier des zones précises d'attention du modèle qui permettent de focaliser le modèle sur les zones les plus intéressantes. Et une autre possibilité serait aussi de travailler sur le dataset brut sans le recentrage que j'ai réalisé, puisque pour mes prédictions, j'ai réalisé d'abord un crop, un recentrage des images sur les races de chiens. Et en fait, finalement, cette opération-là permet d'aider le modèle, mais potentiellement, ça l'aide moins bien à généraliser sur des images issues du monde réel où on n'a pas forcément de centrage précis sur le chien. Donc, en fait, finalement, mon modèle, pour qu'il fonctionne au mieux, il faut lui donner vraiment des images les plus centrées possibles. C'est une chose à savoir. Mais une fois qu'on le sait, ça permet d'optimiser les performances du modèle. Et également, il s'agirait de gérer le problème en termes d'optimisation, en termes de perspective pour le modèle. Il s'agirait de pouvoir gérer certaines fortes variations intra-classes versus faibles variations interclasses. Donc ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est qu'on a, notamment pour les races de caniches, on a des images qui se ressemblent énormément entre des classes différentes. On pourrait penser à effectuer du boosting
sur les paires de classes qui sont les plus confondues, c'est-à-dire spécialiser, demander au modèle d'apporter une attention particulière sur ces paires-là. On a des techniques qui existent de type Fully Convolutional Attention Networks, avec ici un lien vers un papier de recherche, qui sont des techniques utilisées récemment pour justement optimiser encore davantage ce type de problématique avec forte variation intraclasse et faible interclasse. Et également, il serait possible de corriger les erreurs d'étiquetage dans le dataset, puisqu'on est sur un dataset finalement où il existe quelques erreurs, quelques races qui ne sont pas correctement étiquetées. Donc voilà, on arrive à la fin de la partie de présentation de cette soutenance. Donc, on arrive à la partie questions et réponses. Très bien, merci. Alors, j'ai vu que tu avais passé pas mal de temps à parler de la partie deep learning. Je voudrais revenir un petit peu sur la partie avant le deep learning. Quand tu parles sur la dia, vers la dia numéro 10, attends que je les… Voilà. Ouais, la 10. Celle-là ouais. Tu me dis que dans ta matrice de droite, là, tu mets des 1 et des 0. Ça lui donne des propriétés particulières à cette matrice? Ça lui, en termes mathématiques? En termes programmatiques. Oui, ça donne. En fait, la propriété, c'est une technique de type one-hot encode qui consiste à justement identifier par un 1 la colonne qui correspond au cluster. La propriété, du coup, c'est que le 1 est présent seulement, pour une ligne donnée, le 1 n'est présent que pour une seule colonne et toutes les autres colonnes sont à 0. D'accord. Voilà. Est-ce que la proportion de 1 et de 0, elle est comment? Elle est la proportion de 1 et de 0 par rapport à la matrice. Disons qu'on a effectivement, on va avoir à chaque fois, on va avoir un 1, c'est-à-dire que si on pourrait ramener cette matrice finalement à une seule dimension, avec à chaque fois le cluster correspondant. Donc, on a une proportion à chaque fois de 1 sur K pour chaque ligne. D'accord, je voulais juste te faire mentionner le fait que cette matrice-là, elle était ce qu'on appelle creuse, c'est-à-dire sparse en anglais, et que ça lui donnait des propriétés particulières avec des techniques particulières pour gérer ce genre d'objets. Oui, en effet, c'est une matrice de type sparse, donc il existe effectivement des librairies qui permettent de gérer ça et ça permet notamment de compresser l'espace mémoire utilisé par ces matrices, puisque les matrices qui ont beaucoup de zéros, on peut se contenter de coder uniquement en termes d'emplacement mémoire les parties qui contiennent les 1. Ouais. Quelques dias plus loin, tu as parlé de PCA assez vite. Est-ce que tu peux commenter un petit peu les résultats de la PCA? Là, tu me dis que tu projettes, que tu choisis 6 variables pour représenter ta variable de départ avec 1000 dimensions, si je me rappelle bien. Tu peux me commenter un petit peu ce choix et puis le résultat que tu obtiens en ACP? Oui, donc alors effectivement, on a l'ACP se réalise sur la base de la slide précédente, donc où on avait en fait, alors là on n'avait pas 3 dimensions, mais on a K dimensions en fait, c'est-à-dire qu'on a on a en fait en ligne toutes les images et en colonne tous les K clusters, et la réduction l'analyse en composantes principales consiste à projeter les K features, donc les K features qui correspondent au K cluster, sur l'espace des différentes images en faisant une réduction de dimension sur ces images. Et ensuite, cette projection, on l'a fait sur différentes composantes principales. Donc, on a chaque barre ici de l'histogramme correspond à un plan factoriel sur lequel on effectue la projection. Donc, on voit que sur la première barre, sur le premier plan factoriel,
on voit qu'en fait, 25% de la variance arrive à être capturée par la première composante principale. Moi, je lis 2,5%. Alors, 2,5%. L'axe, il est mal. Ah oui, alors il y a peut-être effectivement une. Moi, tel que effectivement, c'est peut-être pas très bien représenté, parce que là, ça devrait normalement. L'axe devrait normalement aller jusqu'à 100, effectivement, pour pouvoir lire les 25%. Et là, je me rends compte, en fait, que ça ne va que jusqu'à 8. Donc, en fait, il y a une ambiguïté dans cette représentation-là. Il faudrait voilà, donc à creuser un petit peu, je voulais te faire réagir par rapport au fait qu'en prenant 6 variables, tu obtenais une somme de variance totale expliquée. Si la légende des axes est bonne, à autour de 7,5%, ce qui n'est pas énorme. Donc après, c'est pas. Voilà, tu peux justifier ce choix-là, mais il faut en parler un petit peu. Oui, je comprends. Là, effectivement, là, il y a une erreur et effectivement, c'est probablement plutôt 2,5%, ce qui a plus de sens par rapport à la slide suivante où on voit le cercle des corrélations. Et dans le cercle des corrélations, on voit que les différentes features sont un peu à 360 degrés en quelque sorte, donc elles couvrent quelque chose d'assez large. Et en fait, on voit que les différentes features, il y en a beaucoup et il n'y en a pas vraiment une qui est énormément plus importante que les autres. Tout à fait, c'est une des conclusions en effet. Quand tu continues un petit peu plus tard, là tu passes de 2 à 20 classes, donc entre la dia 17 et 18, si j'ai bien la numérotation sur le PDF que j'ai. Oui. On observe une mesure de ta précision qui descend. Est-ce que tu peux me commenter ça, s'il te plaît? Qui descend entre les 0,75. Tu es à 0,75 à 2 classes et tu es à 0,03 à 20 classes. Oui, pourquoi ça descend alors que finalement, voilà, alors la raison pour laquelle ça descend. Tu me dis que c'est mieux? Oui. Oui, alors la raison pour laquelle. Alors que c'est mieux. Je n'ai pas forcément comparé la deuxième itération avec la troisième itération. C'est-à-dire que la troisième n'est pas forcément mieux que la deuxième déjà. Par contre, au niveau de la troisième itération, à chaque fois, je compare je compare pour une itération donnée, en l'occurrence là, la prédiction qui est réalisée avec la prédiction du random qui est réalisé, qui me sert de référence. Et alors, la raison pour laquelle ça descend entre la deuxième et la troisième itération, c'est que comme on augmente le nombre de classes, c'est du coup la référence du random n'est plus du tout la même. C'est-à-dire quand on est avec 2 classes, une prédiction aléatoire, c'est une prédiction à 50% qui correspond à 1 sur 2. Par contre, quand on est avec 20 classes, la prédiction du random, c'est plutôt de l'ordre de 1 sur 20, puisque c'est beaucoup plus difficile du coup sur 20 classes d'obtenir 0,5 de précision que sur 2 classes. Voilà, et donc du coup, j'ai pas forcément comparé 0,125 par rapport à 0,75 en disant que c'est mieux, mais par contre, c'est plus difficile d'atteindre 0,125 en troisième itération, et c'est 3 fois mieux qu'avec les features random sur la troisième itération. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Tout à fait, c'était la raison pour laquelle j'avais posé ma question. Tu as bien compris ce qui se passe. Maintenant, si on va sur la matrice de confusion de ton étape 2 de Deep Learning. Donc la dia numéro 38. Oui. Tu m'as dit que tu étais… j'ai noté cette question-là. Après, tu m'en as parlé un petit peu, mais j'aimerais qu'on revoie tout en même temps sur cette dia-là. Tu m'as dit que tu étais à la recherche de valeurs élevées hors diagonale. Oui, enfin de oui, en tout cas, oui. Voilà, oui. Ma question, c'est entre autres, voilà, c'est le autre. Parle-moi des autres choses qui t'intéressent. Alors, dans une matrice de confusion, j'ai aussi le nombre de valeurs qui sont hors diagonale, c'est-à-dire pas forcément uniquement
la valeur, le fait que la valeur soit élevée, mais aussi le fait que j'ai différentes valeurs, différents points qui sont hors diagonale, puisque plus j'ai de points qui sont hors diagonale, plus je vais avoir de classes, de paires de classes qui vont être confondues. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir combien j'en ai et puis comment elles se répartissent, quelles sont les races les plus confondues sur lesquelles il est possible de mettre l'accent. Sachant que là, sur 120 classes, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de classes. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai aussi fait des visualisations complémentaires avec le graphe des top misclassed pairs pour aussi mettre l'accent sur les paires les plus confondues en prenant par exemple un top 20, ce qui me permet aussi de voir des choses de façon un peu plus lisible que cette matrice de confusion. Donc c'est vrai que là, sur ce projet, la matrice de confusion, je l'ai utilisée plutôt comme outil global en fait pour analyser un peu globalement ce qui se passe en termes d'intensité de points et en termes de répartition des points sur la matrice. Je n'ai pas creusé beaucoup plus que ça la matrice de confusion pour voir d'autres choses sur ce projet-là en fait. Il n'y a rien qui t'intéresse sur la diagonale dans cette matrice? Alors sur la diagonale, oui, bien sûr, comme j'ai indiqué. Alors si, par contre, ça, je l'ai indiqué aussi qu'effectivement, sur la diagonale, ça m'intéresse de voir que plus j'ai de points sur la diagonale et plus ils sont d'intensité élevée, plus la précision est bonne, puisque forcément la diagonale en fait correspond à l'intersection des races identiques. Donc ça veut dire que ça correspond au fait qu'une race donnée est bien prédite comme cette même race quand on lance le modèle sur cette race-là. Ouais, en fait, tu sais qu'il y a toujours un équilibre à trouver entre accuracy et recall. Et en fait, accuracy, ça va être visible hors de la diagonale et recall sur la diagonale. Donc, en fait, ce qui t'intéresse, comme tu l'as dit, c'est d'avoir des points le plus proche de 0 possible hors diagonale et des points le plus proche de 1 possible sur diagonale. Donc, à chaque fois qu'un point n'est pas de ce type-là, il t'intéresse parce que ça veut dire que ton algo, il se plante à cet endroit-là et il faut regarder de plus près. Oui, en effet, effectivement. Oui, puisqu'on a effectivement cette différence entre la précision et le rappel qui est importante. Et donc, on a ces deux aspects qui sont à prendre en considération. Effectivement, on peut avoir des cas où le modèle, par exemple, pourrait décider de systématiquement, je prends l'exemple de deux races entre le collie et le border collie. Si le modèle décide de prédire systématiquement border collie à chaque fois entre les deux, du coup, il va réussir très bien en termes de précision sur le border collie, mais par contre, en termes de rappel sur le collie, ça va être beaucoup moins important, ça va être beaucoup moins bien, et ça va du coup se traduire par un point en dehors de la diagonale sur cette paire de classes, et un point qui sera par contre bon dans la diagonale sur la race qui aura bien été prédite, le border collie en l'occurrence dans mon exemple. Donc, j'ai juste deux dernières questions sur la partie plus deep learning. Tu me dis qu'au début, tu avais choisi de réentraîner toutes les couches, sauf les 5 premières. Et puis à la fin, c'est toutes les couches, enfin non, en intermédiaire, c'est toutes les couches sauf les 5 dernières. Et puis à la fin, finalement, tu réentraînes plus du tout la partie production de features. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton cheminement de pensée? Alors en fait, j'ai constaté que finalement le fait de réentraîner les couches, ça m'a semblé contre-productif dans ce que j'ai pu identifier. Donc c'est vrai qu'au départ, j'avais plutôt réentraîné un nombre important de couches et finalement, plus j'ai progressé dans le projet, moins j'ai entraîné de couches. Et je me suis rendu compte que ça fonctionnait mieux comme ça. Donc, c'est un cheminement de pensée un peu
pas forcément totalement rigoureux parce que je n'ai pas forcément comparé deux modèles en changeant uniquement l'aspect nombre de couches réentraînées. Ce serait intéressant de le faire. Aujourd'hui, j'ai l'intuition qu'en faisant ça, en prenant l'une de mes étapes et en changeant uniquement le nombre de couches réentraînées, j'ai l'intuition qu'on va être moins bon en réentraînant trop de couches parce que on n'a pas assez de jeux de données, on n'a pas assez de données dans le dataset pour que le réentraînement des couches soit réellement pertinent. On est ici sur un réseau de neurones qui a été entraîné sur le réseau ImageNet qui comporte des centaines de milliers alors que là, on est en train de faire un réentraînement sur un réseau qui n'en comporte que quelques milliers. Donc, on n'est pas sur la même proportion. Donc, en fait, par rapport à ce que j'ai constaté et par rapport à cette réflexion-là, je me suis dit qu'effectivement, il valait mieux ne pas réentraîner les couches du réseau de convolution. C'est bien, c'est ce que je voulais te faire dire. Tu l'as découvert, donc le fait que finalement la production de features, elle était suffisamment efficace et que tu pouvais la conserver telle qu'elle. Un truc que j'aurais aimé voir, mais je me rends compte en t'écoutant, et j'aimerais ton commentaire sur l'intuition que tu peux avoir du résultat, c'est de mettre le meilleur des réseaux de neurones que tu aies utilisé, le EfficientNet à la fin, là, et de lui coller au lieu de la partie classifieur sous forme de, combien t'en as mis, 4 couches de neurones, tu lui colles un random forest derrière. À ton avis, ça donne quoi? Alors, un random forest sur la base de ça, alors effectivement, ce serait tout à fait possible et intéressant. Mon intuition, c'est que ça produirait sans doute de bons résultats, mais je n'ai pas forcément d'éléments pour… Je sais que le random forest, c'est un modèle qui fonctionne bien par ailleurs sur d'autres problématiques où on a comme ça des bonnes features, quand je dis des bonnes features, entre guillemets, qui représentent mes données. Le random forest semble… Qu'est-ce qu'il peut faire finalement j'ai un peu la même intuition que toi, mais j'aimerais que tu la justifies par un argument un peu plus quantitatif. Qu'est-ce qui peut faire que finalement le random forest, il ne serait pas capable de classifier des images comme il faut si tu lui fournis la liste des pixels en entrée, et il est capable de faire des choses qui devraient être raisonnables, peut-être pas au niveau de tes 4 couches de réseau de neurones, mais qui sont meilleures qu'avec des feature shift. Quand tu lui fournis les features calculées par l'EfficientNet, qu'est-ce qui peut faire que c'est le cas? Entre les deux, ouais, ce serait un critère qui vaudrait par rapport, je pense, à la qualité de ces features, donc le fait qu'elles sont assez indépendantes, qu'elles représentent, qu'elles sont assez discriminantes pour représenter les données. Ce genre de choses, en fait. Ouais, je voulais aussi te faire réagir par rapport au fait à la fin de ta partie EfficientNet, là, à la fin des 250 et quelques couches, tu as quelque part une liste de nombres réels. Donc, tu as un vecteur qui n'a plus de relation avec quelque chose qui se passe dans l'espace, comme tu as à l'entrée de ton réseau. Donc, finalement, c'est des features comme d'autres. Tu as réalisé ce qu'on appelle dans machine learning en français un plongement, en anglais un embedding, c'est-à-dire que tu as transformé ton ensemble d'images en un ensemble de vecteurs sous forme de nombres, quoi. Il n'y a plus cette idée qu'il y a quelque chose qui se passe dans un plan, mais ça se passe dans une seule dimension à la fin de tout. Donc, potentiellement, la complexité liée à tel classifieur versus apportée par les réseaux de neurones convolutionnels, derrière, tu peux mettre un classifieur, tu pourrais faire un ensembling de plusieurs classifieurs. Tu vois,
tu peux traiter ça comme un problème de classification générique. Ah oui, alors en fait, j'avais compris que tu voulais parler de la différence précise entre le fait d'utiliser VG16 et l'efficient.net sur Random Forest, mais en fait, tu parlais plus Ouais, non, non, du c'était parce que là effectivement, il y a pas, c'est assez compliqué de bien comprendre. Il faudrait aller voir exactement ce que le réseau regarde et ce qu'il a déterminé comme feature. Mais non, non, je voulais juste te faire réagir par les deux étapes Ouais, mais ça, tu l'as bien compris. Hein, tu as une oui, étape effectivement. une partie de ton réseau de neurones qui produit des features et une autre qui est un classifieur entre guillemets standard. Effectivement, ça tout à fait. C'est qu'effectivement, on a vraiment deux parties. Et effectivement, je l'expliquais dans la présentation, qu'on a une partie réseau de convolution qui construit les features. C'est une partie classification. C'est aussi d'ailleurs l'intérêt de ce projet, c'est justement de pouvoir voir les deux, faire la part des choses entre les deux avec différentes configurations, Tout à fait. avec six Ça par exemple. démystifie aussi un petit peu, je trouve, de réaliser ça. Ça démystifie l'aventure deep learning, en tout cas dans ce domaine-là qui est la vision. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé aussi, effectivement. Ok, bah écoute, c'est bon pour moi. Et puis dans ce cas-là, on peut arrêter l'enregistrement et puis passer au débrief. D'accord.